Ça fait 6 heures de rang que je parle quasiment, donc je dis. Oui, oui, oui. Bon, alors déjà, une chose que je voulais vous dire avant que vous commenciez quoi que ce soit, en fait, Foucault, c'est un peu un petit filou, si vous voulez. C'est un petit troll de la philosophie. Alors, bien sûr, il dit des choses très intéressantes, très pertinentes, mais il a une manière d'aborder les choses qui n'est pas totalement commune, courante. Et il y a pas mal de... Enfin, je dirais pas c'est pas qu'il y a de l'ironie dans sa manière d'écrire, mais un petit peu quand même. Et alors quand il parle, c'est encore plus flagrant, donc il avance des idées, si vous voulez, mais ces idées sont pas toujours clairement affichées. Il faut lire entre les lignes, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit d'ailleurs une citation de Michel Foucault, là, avant les textes, vous voyez, ça c'est extrait de Surveiller et punir, quand il écrit Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons. On voit bien la dimension un peu troll de ce genre de petite phrase qui veut simplement dire finalement, en fait, c'est pas qu'on a construit les prisons sur le modèle des écoles, mais c'est qu'on a construit les écoles sur le modèle des prisons. Donc l'idée de Foucault, c'est que la prison, c'est le lieu dans lequel on retient les personnes bien enfermées contre leur volonté. Et l'institution de la prison a un pouvoir réel sur les corps. Il y a une véritable discipline. Les prisonniers doivent se lever à telle heure, aller manger à telle heure, aller se laver à telle heure, être enfermés à telle heure. Enfin, toute leur vie est organisée par l'organisation carcérale. Et ils sont complètement soumis à cette organisation, cela va sans dire. Bon, et entre autres, mis à la marge de la société pour les raisons qui les ont conduits à être incarcérés. Bon. Eh bien, l'idée de Foucault, bien sûr, c'est que l'école, l'usine est construite sur ce modèle. En fait, c'est pas que les écoles et les usines sont vraiment construites sur le modèle de la prison, mais c'est qu'ils sont toutes ces institutions sont construites sur un modèle de discipline où il s'agit comme ça de maîtriser le corps des individus. Ouais. Exemple. Euh, Quelqu'un rentre dans la salle, vous vous levez. Bon, pourquoi est-ce qu'on se lève? Vous voyez, il y a une espèce de rituel. Ça sonne, on sort. Ça sonne, on rentre. On se met en rang. Et donc, on respecte comme ça tout un tas de, de, de normes, de règles de fonctionnement qui agissent concrètement sur notre corps. Un peu comme dans les prisons, si vous voulez. Et donc, ce que veut dire Foucault, c'est que bien, finalement, les personnes qui mettent en place les prisons, les usines, les écoles, les hôpitaux, enfin les gens qui ont le pouvoir, en fait, font en sorte de maîtriser le corps des gens sur lesquels ils ont le pouvoir. Il y a vraiment un sous-texte là derrière. Et c'est le même sous-texte qui apparaît dans le texte, le premier texte que je vous ai donné, mais je ne sais pas si vous avez pu le voir. En plus, j'aurais dû vous le dire. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le Collège de France ici? Peut-être pas. Donc, le Collège de France, c'est une institution à Paris dans laquelle les professeurs sont élus. Et ils sont élus, ils tiennent une chaire. Donc là, actuellement, la chaire de philosophie, par exemple, est occupée par une professeure qui s'appelle Claudine Tiercelin. Je vous encourage, honnêtement, là pour le coup, je vous encourage pas à y aller parce que, enfin bref, ça n'a aucun intérêt. En revanche, Foucault a été professeur au Collège de France. Il a occupé longtemps la chaire de philosophie. Et ça, c'était plutôt cool parce qu'en fait, au Collège de France, n'importe qui peut y aller gratuitement. Si vous êtes au collège, vous pouvez aller au Collège de France. Si vous êtes retraité, si vous êtes actif, vous faites ce que vous voulez. C'est gratuit, c'est disponible toute l'année. Et ce sont les meilleurs parmi les meilleurs qui sont élus au Collège de France. Enfin, c'était le cas pour Foucault, en tout cas. Et donc, il a enseigné, lui, pendant de 70, presque jusqu'à sa mort, au Collège de France, une quinzaine d'années au Collège de France. Et je crois qu'il était suivi par un professeur d'Aix-en-Provence qui s'appelle Gilles Gaston Granger, quelqu'un de passionnant aussi. Enfin, voilà, donc ça a toujours été des pointures qui ont été au Collège de France. Et donc, il y a énormément d'écrits de Foucault qui sortent de ses cours au Collège de France qu'il a lui-même tapés ou qui ont été retranscrits après qu'ils ont été donnés de manière verbale. Donc, c'est une retranscription du coup, de la première leçon que Foucault donne au Collège de France. Et le deuxième texte que je vous ai donné, c'est encore un cours du Collège de France. Voilà, donc c'est une grosse partie du corpus de ce qu'a écrit, enfin de ce qui a été publié de Michel Foucault. Et Michel Foucault, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à des problématiques très simples. Hein. Il s'est toujours intéressé aux marginaux, en fait. Donc, il a d'abord travaillé sur les fous,
Il a écrit, sa thèse de doctorat s'appelle L'histoire de la folie à l'âge classique. Après, il a travaillé sur les prisonniers, surveiller et punir. Et après, il a travaillé sur l'épistémologie, donc la philosophie de la connaissance, mais au sujet de la marginalisation des hommes et des discours dans un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Voilà. Et puis, toute sa philosophie est autour de ces thèmes-là qui ont quand même une espèce de fondement politique, puisque ces questions-là sont toujours des questions qui sont orientées autour du pouvoir. Quel pouvoir a-t-on sur les fous? Quel pouvoir a-t-on sur les prisonniers? Quel pouvoir a-t-on sur la société? Bon, qu'est-ce que vous avez retiré de ce texte? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au texte, des incompréhensions? Normalement, il y a au moins un truc que vous n'avez pas vu. Oui. Non, parce qu'au tout début, il dit un peu plus tard. Un peu plus tard de quoi Ah oui, non, alors oui, je retourne, oui, c'est vrai que c'est hors contexte. En fait, dans ce cours au Collège de France, Foucault fait une espèce d'historiographie de l'exercice du pouvoir, et il parle, avant de parler de cette forme dont on parle ici, mais je ne vais pas vendre la mèche, il parle de l'exercice du pouvoir par un discours métaphysique, théologique, dans des civilisations qui sont très très antérieures aux nôtres. Il parle de complètement autre chose. Non, mais à la fin du texte, il parle de Quesnay. Tout le monde sait qui est Quesnay? Non. Jean-François Quesnay. Il parle de Quesnay à la fin. Quesnay, c'est un économiste qu'on appelle, qui appartient à un mouvement, enfin qui est fondateur d'un mouvement qu'on appelle la physiocratie. C'est transparent, hein. La nature, le pouvoir. Physis Kratos. Et donc les physiocrates, en fait, c'était des contemporains, c'était des économistes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, des contemporains de Louis XIII, Louis XIV. C'était des gens qui pensaient qu'en fait, qu'il y avait une conception de l'économie selon laquelle elle devait être régulée par des cycles naturels. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant, en revanche, chez les physiocrates, c'est que Quesnay, notamment, fait partie de ces gens-là qui commencent à considérer la chose économique, la production des richesses, la production économique, comme sous une approche scientifique, sous une approche rationaliste. Quesnay pense pouvoir systématiser sous la forme d'un tableau l'économie. Donc là, vous n'avez peut-être pas la référence, c'est pas nécessaire pour comprendre le texte, hein, mais c'est bien de le connaître. Quesnay, c'est un des pères de la physiocratie, qui est un courant philosophique qui considère que l'on peut rationaliser, en quelque sorte, les questions économiques, ce qu'on appelait à l'époque l'économie politique. Donc c'est un des premiers à avoir systématisé comme ça les questions de production économique, à considérer sous une approche scientifique les questions économiques. Il faut savoir que la science économique, c'est quelque chose de relativement récent. Ça émerge, entre autres, à cette époque-là, avec des gens comme Quesnay. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît dans le texte? Quelle est l'idée? Est-ce que l'un d'entre vous a saisi l'idée fondamentale du texte? L'idée principale? Oui, oui, bon, allez-y. La vérité, il veut montrer que la vérité, c'est le pouvoir de tout, et qu'avec la vérité, on pourrait arriver à une sorte d'utopie. D'ailleurs, il cite Quesnay, du coup, pour cette utopie. Oui, alors, quelle est cette utopie? En quoi consisterait cette utopie? Oui. En fait, dans un sens, il pense que la vérité, on a failli, mais la vérité, ça change par rapport à tout le monde, en fait. Donc, c'est une utopie dans le sens où tout le monde ne pourra jamais être complètement d'accord. C'est comme ça que vous le voyez. C'est pas tout à fait, oui, alors c'est pas tout à fait l'idée, puisque la vérité, comment est-ce qu'on pourrait définir la vérité? Quelle définition on pourrait donner à la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? En 3 mots, oui. Quelque chose qui est vrai. Oui, alors là vous faites une tautologie, vous définissez par le même mot. C'est une tautologie, vous définissez par le même mot. Oui. Là vous confondez avec la sincérité. Être sincère et dire la vérité, c'est pas pareil. Parfaitement sincèrement, je peux vous dire que la Terre est plate, même si c'est faux. Oui, monsieur? Qui est avéré par des faits scientifiques. Alors, on peut effectivement dire cette idée que c'est quelque chose qui est vérifié par des faits. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à fait scientifique, vérifié par des faits, vérifiable par des faits. Ah, on est déjà plus près, oui, oui. Il y a quelque chose de réaliste. Oui, c'est ça, quelque chose qui est en rapport, du coup, avec la réalité. Complètement, oui. C'est une croyance qu'on considère
Oui, oui, alors du coup, c'est plus une croyance si elle est prouvée. Oui, enfin, Mais enfin, ça se discute, c'est vrai, vous avez raison. Donc, oui, vous voyez l'idée. Oui. Et des personnes ne peuvent pas croire en cette vérité. Non, mais justement, c'est ça l'idée, c'est que la vérité, personne ne peut y résister normalement, puisqu'elle est vérifiée par des faits, puisqu'elle est en rapport avec la réalité. Et par exemple, aujourd'hui, on dit que la Terre est ronde. Oui, Mais il y a encore des gens qui pensent que c'est un complot. oui mais ils se trompent. Oui, ils se trompent. Mais- Donc à partir de là, si vous voulez, ils sont en dehors de la vérité, quoi. Voilà, ils peuvent croire que c'est pas le cas, mais c'est là d'ailleurs la limite, effectivement, vous avez raison, entre la croyance et la vérité, c'est que si tout le monde nourrissait la croyance absolue sur laquelle la Terre était plate, ben, la Terre serait plate dans notre esprit. Voilà. Donc peut-être noter une définition, notez ça, la définition de vérité. La vérité, c'est un jugement en adéquation avec la réalité. La vérité est un jugement en adéquation avec la réalité. Bon, c'est une proposition, la vérité, un jugement. C'est un jugement en adéquation avec la réalité. Donc, autrement dit, pour reformuler un peu ce qu'a dit votre camarade du fond de la classe, la vérité, c'est un jugement de fait, quoi. Ceci se produit. C'est une description du monde. Donc, c'est ça la vérité. Donc de ce fait, la vérité en adéquation avec la réalité. Un jugement en adéquation avec la réalité. Donc, la vérité de ce fait, elle est objective. Donc en fait, ce serait bizarre de dire que dans cette utopie, tout le monde souscrirait à la vérité alors que tout le monde ne peut pas y souscrire. Oui, non, mais si, parce que si la vérité est objective, on peut imaginer que tout le monde finira par y souscrire. On peut imaginer tout un tas de moyens d'y arriver, mais on imagine mal que les gens n'y souscrivent pas. Ouais. Bon, donc c'est pas exactement ça l'utopie dont parle Foucault ici. C'est pas trop le fond c'est pas non plus le fond du problème. C'est pas, je dis pas que c'est facile de le trouver, mais il y a quelque chose. Oui, mademoiselle, du fond. Je sais que les politiciens, pour gouverner, s'ils utilisaient la vérité, ils auraient moins à gouverner parce que il y aurait toute la population qui aurait la vérité et qui fait chacun sa part. Oui, alors mais pourquoi est-ce que les politiciens, alors vous êtes sur la voie, hein, pourquoi est-ce que les politiciens auraient moins à gouverner s'ils utilisaient la vérité, s'ils partageaient la vérité? Oui. Parce qu'il dit qu'ils n'auraient pas à prendre des décisions qui soient hautes et qui du coup dont le peuple serait pas forcément d'accord tous sur cette décision, du coup ce qui emmènerait des querelles entre certains partis. C'est ça. Que le peuple serait tous d'accord avec tout le monde. Complètement, c'est-à-dire que si on gouverne par la vérité, on arrive à mettre tout le monde d'accord, puisque les décisions, si on prend une décision sur la base de la vérité, la décision qu'on prend est absolument nécessaire. C'est-à-dire que j'ai pas le choix, c'est pas moi qui décide, c'est la vérité. Et ainsi, si tel parti de l'opposition vient m'expliquer que ce que je fais n'est pas bon, n'est pas juste, etc., je pourrais lui dire oui, mais moi c'est la vérité qui me conduit à prendre cette décision. C'est indiscutable. Il n'y a pas de place pour... Il n'y a même pas de place pour moi, finalement. Moi qui prends la décision, c'est même pas moi qui la prends. C'est la vérité qui décide à ma place. Oui, mademoiselle? Oui. La vérité entraîne des actions. Oui, tout à fait. Qui ont des conséquences et ce n'est pas le politicien qui gouverne. Comment cela? Si c'est la population qui fait des actions, ça va en contresens avec ce que les politiciens veulent des fois. Oui, c'est sûr. Mais alors, c'est là qu'il faut aller maintenant. Donc là, vous êtes sur une voie, mais il faut maintenant aller peut-être un peu dans le sous-texte. C'est-à-dire que, donc, effectivement, on part de ce constat. J'explique, on va noter après. Nous avons donc la vérité, et donc on peut imaginer que les hommes politiques qui sont au gouvernement connaissent un certain nombre de vérités au sujet de la société. Bon, déjà, il faudra qu'on détermine quelles sont ce genre de vérités au sujet de la société. Une fois que ces vérités sont connues, alors il n'y a plus qu'à prendre des décisions en fonction des connaissances que l'on a là, des connaissances vraies dont on dispose. Ainsi, celui qui décide à partir de ces connaissances, vraies et objectives, ne décide plus vraiment. Il est conduit par une forme de nécessité. Normalement, dans la politique, il y a de la contingence. C'est-à-dire que vous prenez une décision,
mais vous sentez bien que vous auriez pu en prendre une autre. Mais vous la prenez parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire maintenant, je ne sais pas, pour des raisons qui peuvent être irrationnelles, hein, ou pour des raisons qui peuvent relever d'une éthique ou de jugement de valeur, vous décidez de faire telle ou telle chose. Mais vous auriez pu faire autre chose. Bon, c'est ça la base de la politique. En fait, si on met des idées dans la politique, ben, l'idéologie politique, même, le fait même qu'il y ait des idéologies politiques, c'est l'illustration du fait que on puisse faire, enfin, il y en a certains qui pensent qu'on peut faire certaines choses, et d'autres qui pensent qu'on doit faire d'autres choses, si vous voulez. Sinon, il n'y aurait pas d'idéologie politique qui serait différente. Bon. Mais les idéologies elles-mêmes, elles sont contraintes par la vérité. Si un idéologue, on lui explique par A plus B qu'il se trompe ou qu'il a raison, ben, l'idéologue devra souscrire à la preuve qu'on lui aura apportée. Et donc, ce qu'il devra choisir de faire sera en adéquation avec cette vérité. Ce qui veut dire qu'il n'aura plus le choix, il n'y aura plus de contingence, il n'y a plus que de la nécessité, là maintenant. Donc quand on gouverne par la vérité, on met de la nécessité dans notre gouvernement. Bon, vous allez noter ça, elle est à la ligne. Donc, je ne sais pas, vous mettez texte 1 de Foucault, enfin vous collerez ça sur votre cahier, enfin, rendez ça intelligible pour que vous compreniez que c'est bien l'explication de ce texte-là, sinon ce sera le bazar. Gouverner par la vérité, c'est gouverner par la nécessité. Vous pouvez même souligner nécessité et le mettre en rouge, enfin, comme ça vous arriverez l'année prochaine en philo et vous connaîtrez ça. C'est gouverner par la nécessité. Point. En effet, un énoncé vrai, ou une vérité, en effet, un énoncé vrai est objectif. Un énoncé vrai est objectif, virgule. Il dérive de connaissances, virgule, de fait. Il dérive de connaissances, virgule, de fait. En effet, un énoncé vrai est objectif, virgule. Il dérive de connaissances, virgule, de fait. Oui, en effet, un énoncé vrai est objectif. Il dérive de connaissances, de fait. Ça a une nécessité aussi. Oui, oui. Après, en effet, un énoncé vrai est objectif. Il dérive de connaissances, de fait. Point. Ainsi, une décision prise au nom de la vérité est une décision nécessaire. Ainsi, une décision prise au nom de la vérité est une décision nécessaire. Absolument légitime. Décision nécessaire. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Oui. Ainsi, une décision prise au nom de la vérité est une décision nécessaire. Point. Par conséquent, gouverner par la vérité est nécessaire. Par conséquent, gouverner par la vérité supprime toutes les contingences propres à la vie politique. Supprime toutes les contingences propres à la vie politique. Supprime toutes les contingences. C'est un E. Oui, c'est pas très bien, j'écris très mal d'ailleurs. Toutes les contingences propres à la vie politique. Oui. Alors, ce qui est contingent, c'est ce qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, c'est ce qui pourrait être autrement. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui pourrait ne pas être autrement. Ce qui est contingent, c'est ce qui pourrait être autrement. Donc, c'est l'exemple de, je sais pas, un marxiste décide d'être marxiste, il défend une idéologie marxiste, mais il pourrait défendre une idéologie libérale. Rien ne l'oblige à être marxiste, si vous voulez.
Et rien n'oblige à être libéral, à part des jugements de valeur, des croyances, une culture, ce que vous voulez, des idées, bon. Mais il n'est pas conduit nécessairement à être marxiste. En revanche, si on lui prouvait par A plus B qu'il fallait être marxiste, là il serait conduit par la nécessité. C'est la différence. Point, on peut noter encore une dernière petite phrase. Même l'idéologie doit se soumettre à la nécessité de la vérité. Même l'idéologie doit se soumettre à la nécessité de la vérité. Même l'idéologie doit se soumettre à la nécessité de la vérité. Et on va noter juste encore une toute dernière phrase. Point. C'est pourquoi Foucault, même l'idéologie, doit se soumettre à la nécessité de la vérité. Point. C'est pourquoi Foucault considère que quand on gouverne au nom de la vérité, c'est pourquoi Foucault considère que quand on gouverne au nom de la vérité, c'est pourquoi Foucault considère que quand on gouverne au nom de la vérité, ce ne sont plus les hommes qui gouvernent, mais bien la vérité elle-même. Ou plutôt, ce ne sont plus les hommes qui gouvernent, mais bien la nécessité elle-même. Ce ne sont plus les hommes qui gouvernent, mais bien la nécessité elle-même. Ce ne sont plus les hommes qui gouvernent, mais la nécessité elle-même. C'est pourquoi Foucault considère que quand on gouverne par la vérité, ce ne sont plus les hommes qui gouvernent, mais bien la nécessité elle-même. Enfin, vous pouvez arrêter d'écrire. En fait, c'est pour ça qu'il dit que c'est une utopie. Parce que imaginez un monde dans lequel on connaisse parfaitement toute la réalité sociale et qu'on sache avec certitude, qu'on puisse prouver quelle est la bonne décision, quelle est la décision que l'on doit prendre pour faire le mieux pour la société. Oui. Mais de toute façon, même quand il y a la vérité, un peu pour la société comme pour la terre ronde. Oui. Je crois qu'il y a pas- Oui, il peut y avoir de la croyance. Et vous allez voir que d'ailleurs le rôle de la croyance est très important. Mais il faut juste suspendre cette espèce d'objection et se dire ok, la vérité, en théorie, tout le monde y est soumis. C'est-à-dire que on peut même faire l'expérience de pensée dans laquelle on peut réussir à soumettre tout le monde à la vérité. Quoi. Vous voyez, objectivement, tout le monde devrait s'y soumettre. Oui. Mais en fait, si tout le monde connaît la vérité, on n'interprète pas tous de la même façon. Il y en a qui vont l'interpréter de façon plus négative, d'autres plus positive. Ah oui, non, mais là si vous voulez, on est... c'est bien que vous fassiez cette remarque, on est vraiment dans les jugements de fait. Il y a un philosophe, allez, je fais une parenthèse, qui s'appelle on l'étudiera d'ailleurs, Ludwig Wittgenstein. Et Wittgenstein, dans un livre qui s'appelle La Conférence sur l'éthique, distingue clairement deux types de jugements, les jugements de fait d'une part, des jugements de valeur d'autre part. Et pour aider à comprendre la différence, il prend la métaphore d'un gros livre. Il dit, imaginez que vous ayez un gros livre qui contiendrait toutes les connaissances du monde. Bon. Qui contiendrait une description totale de toutes les propositions qu'on pourrait apporter sur le monde. Oh, excusez-moi. Hormis lui-même, bien sûr, hormis lui-même. Sinon, on régresserait à l'infini. Eh bien, ce gros livre, dit Wittgenstein, ne pourrait contenir que des jugements de fait. Parce que les connaissances n'appartiennent qu'aux faits. Ce feutre est noir, c'est un fait. Qu'on trouve ça bien, qu'on trouve ça mal, qu'on trouve ça beau, qu'on trouve ça moche, il est noir. C'est vrai, c'est absolument vrai, et c'est indiscutable. Maintenant... Sauf pour les daltoniens. Non, même pour les daltoniens, parce qu'on peut leur imposer la norme, leur faire comprendre ce que c'est qu'être noir. Maintenant, le fait est que les jugements de valeur, eux, ils n'appartiennent pas au domaine de la connaissance. Dire ce feutre est moche, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde ? Non, pour le coup, là on est dans la subjectivité. Pourquoi ? Parce que le jugement esthétique et de goût dépend de notre sensibilité. Il ne dépend pas de notre raison. Alors que le jugement de fait dépend uniquement de notre raison. Mais ça sonnait, je crois. Pour l'humanité n'est pas à repartir de zéro. Bon. Donc c'est ça l'idée de la psychohistoire. Alors, cette psychohistoire, ça veut dire que
En fait, pour réussir à faire cette psychohistoire, donc pour réussir à avoir une connaissance telle du monde social qu'on est capable de l'influencer grâce à nos connaissances mathématiques, c'est-à-dire qu'on connaît quoi finalement, oui? En fait, si on se base sur des événements qui sont déjà eu lieu pour prédire les. Ah oui, alors ça c'est ce qu'on appelle l'historicisme. Mais c'est pas le truc d'Asimov, hein, c'est pas l'historicisme. L'historicisme, c'est une philosophie qui apparaît globalement en Allemagne au XIXe siècle, avec des philosophes qui s'appellent Hildebrandt, Schmoller et Marx, bien sûr, et Hegel, qui pensent qu'on peut prédire l'avenir à partir des événements passés, qu'il y a des grandes lois dans l'histoire. C'est pas le truc d'Asimov. L'idée de Asimov, c'est que cette histoire est fondée justement sur la psychologie. Donc on connaîtrait la psychologie des gens, on arriverait à la mettre sous équation et à prédire absolument tout. Et à partir de là, on arrive à les influencer. Donc à partir de là, on a effectivement une connaissance sur la société. Et cette connaissance, son objet, c'est la psychologie des gens. Et alors là, on voit tout de suite un problème. C'est que effectivement, on peut considérer on peut imaginer que cette science existe. Allez, imaginons-le. À partir de là, on aurait des énoncés vrais. Ces énoncés vrais seraient des énoncés prédictifs. On prédit que, dans certaines conditions, les individus feront ceci. Dans d'autres conditions, les individus feront cela. Ou le groupe fera ceci, le groupe fera cela. Bon, psychohistoire. Le problème, c'est que ces individus-là, même s'ils devront reconnaître comme vérité la prédiction qui sera faite par le psychohistorien, eh bien, ces individus-là, ils ne pourront pas comprendre comme vérité le fait qu'ils soient contraints de faire ceci plutôt que cela. Non, puisque certes, ils sont conduits par la nécessité de leur détermination psychologique à agir dans une direction plutôt que dans une autre, mais rien ne les oblige nécessairement à prendre une décision plutôt qu'une autre, à part leur détermination psychologique. Mais il n'y a aucune vérité qui les y oblige. Il n'y a aucune vérité de cette nature-là qui puisse obliger des gens à faire ceci plutôt que cela. Bon, alors disons que de ce fait, la psychohistoire qui peut sembler être une espèce de savoir qui constitue des connaissances et des vérités au sujet des individus de la société, ne permet pas d'imposer, n'est pas une connaissance qui crée des vérités au sujet de ce qu'on doit faire. C'est une connaissance qui prédit ce qui se passera, mais pas ce que l'on doit faire. Quand Harry Seldon décide de limiter la chute de l'Empire, il n'est pas obligé de le faire. Il n'y a aucune vérité qui dit il faut que l'Empire ne périclite pas trop longtemps. Il faut que l'Empire renaisse de ses cendres le plus rapidement possible. Pourquoi? Ça, c'est un jugement de valeur. On n'est plus dans la vérité, là, si vous voulez. Bon, alors, effectivement, vous avez parlé de sociologie, d'économie, enfin de sciences mathématiques qui mettraient sous équation, comme ça, la réalité sociale. Et ce que je vous ai dit au début du texte, c'est justement ce qu'a commencé à faire Quenet. Mais Quenet, si vous voulez, c'était un petit bras à l'époque. Depuis lors, si vous voulez, Quenet a fait des petits. Il y a eu les économistes classiques, puis les néoclassiques, puis aujourd'hui on est dans la période post-néoclassique, dans laquelle en fait les économistes génèrent des équations, font des modèles pour essayer d'expliquer, de prédire, de réaliser des connaissances au sujet de la société. Bon, ils n'y arrivent pas trop, hein, malheureusement, c'est pas très très efficace. Mais là encore, malgré toutes les données qu'on pourra récolter, toutes les connaissances du monde qu'on aura, est-ce qu'on est contraint par la nécessité à faire quelque chose? Exemple. En politique, c'est un lieu commun de dire qu'il est de bon ton de lutter contre le chômage, par exemple. Ok. Et donc, vous avez des candidats aux élections qui se présentent en disant, voilà, je vais lutter contre le chômage. Ok. Bon, soit, luttons contre le chômage. Et je sais comment faire, donc j'ai une connaissance qui me permet de lutter contre le chômage. Okay. Bon, alors déjà, cette connaissance-là, on n'est pas très certain qu'elle existe, hein, pour commencer. Mais même si elle existait, on pourrait toujours lui dire, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait lutter contre le chômage? Il n'y a aucune connaissance qui me prouve que le chômage, c'est mauvais. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que dès qu'on porte un jugement sur la société, un jugement qui semble être un jugement de fait, il est toujours sous-tendu par un jugement de valeur. Pourquoi est-ce que je veux lutter contre le chômage? Parce que je pense que le chômage est une mauvaise chose. Parce que c'est ma volonté, c'est le deuxième texte, ça. C'est ma volonté qui me pousse à vouloir lutter contre le chômage. Mais on ne peut pas dire que c'est une connaissance de dire qu'il faut lutter contre le chômage. Ça, c'est pas une connaissance. Et ça, Foucault, il le sait. En fait, l'idée qu'il y a derrière ce texte de Foucault, c'est qu'en réalité, il n'existe absolument aucune connaissance au sujet de laquelle on puisse bâtir des vérités qui contraindraient les hommes à agir dans telle ou telle direction dans la société. Ça n'existe pas. Ça n'existe, mais absolument pas, si vous voulez.
ces connaissances au sujet de la société qui seraient de nature à constituer des vérités absolument pures de jugement de valeur, qui s'imposeraient nécessairement aux esprits des gens et les contraindraient à agir dans une direction, ça n'existe pas. Parce que justement, derrière toute décision qui engage la société, il y a un jugement de valeur. On peut créer des connaissances sur la base du jugement de valeur, ça c'est pas un souci, mais on ne peut pas supprimer le jugement de valeur. Donc Foucault, là, ce qu'il est en train de dire, l'air de rien, enfin d'ailleurs, si vous lisez la suite du texte, enfin je vous dirai ce qu'il dit après, c'est que finalement, ce gouvernement par la vérité, c'est une espèce de vue de l'esprit, c'est une illusion, c'est de la rhétorique, c'est de la démagogie, en fait. C'est une manière d'instrumentaliser une notion qui est la vérité à des fins politiques. Je vous donne un exemple très concret issu de notre vie quotidienne. Quand le président Macron n'était pas encore président, était ministre de l'économie, il était allé, il a fait le tour des radios pour défendre sa loi travail, et quand il est allé chez France Inter, bien sûr, donc chez les gauchistes de France Inter, il s'est fait un petit peu secouer. Et il s'est fait secouer notamment par Nicole Ferroni. Et alors, il répond à Nicole Ferroni, mais Madame Ferroni, j'entends bien ce que vous dites, mais moi je suis pragmatique. Donc être pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des décisions en fonction de ce que l'on connaît, et on fait ce qu'on pense être le mieux compte tenu de nos connaissances actuelles. Et donc, être pragmatique, c'est quoi pour le président Macron, enfin pour le ministre Macron? Eh bien, c'était de réduire les charges, faciliter le licenciement, en vue de diminuer le chômage, en vue de favoriser les entreprises. Mais est-ce que diminuer le chômage et favoriser les entreprises sont des décisions pragmatiques? Pas du tout. Ce sont des décisions qui sont empreintes de jugement de valeur. Il n'y a rien de pragmatique là-dedans. C'est pas du tout pragmatique. Enfin, c'est pragmatique compte tenu d'un certain corpus de connaissances qui pensent qu'il faut lutter contre le chômage et que ça, ce sont les bonnes méthodes. Et ces méthodes-là ne sont même pas validées ni prouvées par aucune expérience qui existe. D'ailleurs, c'est même de la pure idéologie. Mais bon, soit, c'est pas du tout pragmatique, vous voyez. Et en plus, on a encore un autre problème. C'est que ces connaissances-là au sujet de la société, on ne sait même pas quelle est leur valeur. Enfin, si aujourd'hui on sait que les connaissances en sociologie, elles sont très orientées idéologiquement, ça les sociologues ne s'en cachent pas. Il y a clairement un courant sociologique de droite individualiste, qui est plutôt du côté de Boudon, un courant sociologique plutôt à gauche, dans la tradition de Bourdieu, quoi. Voilà. Bon. Les individualistes d'un côté, les holistes de l'autre. Mais en économie, c'est un petit peu plus compliqué. Les économistes pensent vraiment être débarrassés de tout préjugé, de tout jugement de valeur. Mais c'est clairement pas le cas. Une théorie qui met le marché au cœur de sa problématique, c'est une théorie qui défend l'économie de marché, qu'on le veuille ou non. Donc, qui fait de l'économie de marché une réalité qui s'impose à nous. Or, l'économie de marché, ce n'est pas une réalité qui s'impose à nous. C'est une construction théorique. C'est une construction idéale. C'est pas quelque chose de réel, si vous voulez. Et donc même, ces modèles théoriques sont questionnables. Et le contenu des connaissances qu'ils produisent est tout aussi questionnable. Si vous regardez les prédictions des économistes, elles sont toujours fausses. Quasiment toujours fausses. C'est rare que les économistes fassent de bonnes prédictions. Donc, même à ce niveau-là, au niveau descriptif, ces gens-là ne peuvent même pas se prévaloir d'avoir des connaissances. Donc, c'est quoi la vérité dont on parle? C'est quoi cette vérité? En fait, c'est ça la question que pose Foucault. Mais qu'est-ce que c'est que cette vérité? Mais cette vérité, c'est pas du tout la vérité. Cette vérité, c'est le fait de... C'est un concept qu'on utilise pour contraindre les gens à obéir. En fait, l'idée de Foucault, c'est... Si vous gouvernez par les idées, vous laissez de la place à la contingence. Donc, vous laissez la place au doute dans votre discours. Votre discours dit, voilà, je pense qu'il faut faire ça pour telle et telle raison, mais vous aurez toujours quelqu'un qui pourra vous dire, mais moi, je pense plutôt qu'il faut faire ça pour telle ou telle autre raison. Mais si vous dites, moi j'ai la vérité, ce que je vous dis c'est ce qui est vrai, mon discours prend le pouvoir sur le vôtre. Votre discours ne pourra plus dire, oui mais moi je pense qu'il faut faire ça. On pourra lui répondre, t'as beau penser ça, mais ça, ce n'est pas la vérité. Moi je connais la vérité, et donc nous sommes contraints, nous devons faire ceci et cela plutôt que ceci et cela. Donc la vérité, c'est un instrument de pouvoir politique, oui. Mais si du coup, si on gouverne par la vérité, que l'on dit que tout est vrai, il n'y a plus de place pour la liberté. Dans ce cas, on se dirige vers un régime dictatorial. Mais c'est ça, mais c'est exactement ce que décrit Foucault dans le gouvernement des vivants. C'est une forme de totalitarisme de la vérité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire croire aux gens que le pouvoir politique est guidé par la vérité, alors qu'il ne l'est pas. Regardez, des contre-exemples, il y en a des tonnes dans notre vie politique contemporaine.
il a été question, il n'y a pas très longtemps, de voter un traité de libre-échange entre l'Amérique du Nord et l'Union européenne. Le TAFTA, je crois que ça s'appelle. Bon, ben alors, les économistes libéraux vous diront oui, mais ça c'est pragmatique parce que ça favorise le libre-échange. On sait que si on augmente le libre-échange, on diminue les coûts de production, on diminue le chômage. Enfin, vous connaissez la théorie de l'avantage comparatif, le truc de Cherolin, le truc de Ricardo. Bon, la théorie économique de base. Bon. Mais de l'autre côté, si vous augmentez les échanges internationaux, eh bien, vous allez augmenter, par exemple, je ne sais pas, la circulation de cargos qui sont extrêmement polluants et qui accélèrent le changement climatique. Donc, c'est pas très pragmatique de faire ça. Parce que pour le coup, là, nécessairement, faire ça, ça menace l'avenir de l'espèce humaine. Donc, pour le coup, on n'est pas du tout dans le pragmatisme, on est dans l'idéologie pure. En fait, cette vérité-là, c'est de l'idéologie déguisée. En fait, on donne à l'idéologie le nom de vérité pour soumettre les gens à une forme d'idéologie. C'est clairement ce dont parle Foucault ici. Et alors, je vous donne la suite du texte, enfin, ce dont il parle après. Ce que dit Foucault, il dit « Ouais, mais c'est marrant parce que finalement, il y a des régimes dans lesquels on ne gouverne pas par la vérité. » Et Foucault écrit ça en 1980 ou 1979, et il pense au régime soviétique. Et il dit, partout où on ne gouverne pas par la vérité, on gouverne par la terreur. C'est-à-dire qu'on ne prend plus la peine de faire croire aux gens qu'on leur dit quelque chose de vrai, on les terrorise. Le résultat est le même, mais c'est plus agréable quand on nous dit la vérité, parce qu'il n'y a pas la terreur derrière. Et la conclusion de ce cours au Collège de France, c'est... il cite Rosa Luxembourg en disant « Mais si tout le monde connaissait la vérité au sujet du capitalisme, il ne tiendrait pas 24 heures. » Donc en fait, la vérité dont parle ce texte-là, ce n'est pas la vérité, en fait. C'est la vérité comme instrument rhétorique au service d'un discours politique qui assied son propre pouvoir sur l'usage rhétorique de la vérité. Vous n'avez plus le choix, vous devez m'obéir. En fait, la vérité, c'est une manière de dire vous êtes obligé de m'obéir, vous n'avez pas le choix. C'est terrible, hein, c'est terrible. Bon, allez, on va lire le texte. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? On va le regarder. Et vous allez voir, ça apparaît. Quelqu'un, n'importe, oui. À haute voix, si possible. Je sais pas, lisez, quelqu'un peut lire à haute voix? Oui, allez-y. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes et le système de domination. Ah non, vous n'êtes pas sur le bon texte, là. C'est Texte 1, oui. Oui, mais on va l'expliquer petit à petit, vous allez voir. Un peu plus tard, on rencontre une autre façon de jouer l'art de gouverner et le jeu de la vérité. C'est un mode de liaison, au premier regard, paradoxal, utopique, et qui pourtant a été historiquement très important. Alors déjà, vous voyez, bon, ici déjà, on peut s'arrêter. Dès lors, on peut noter des choses, on peut marquer quelque chose. Il dit que c'est un mode de liaison paradoxal. Alors, pourquoi est-ce que c'est paradoxal? Parce que on a tendance à penser qu'en politique, on a des idées concurrentes qui s'affrontent. Et ces idées concurrentes, aucune ne prétende être la vérité. Par conséquent, comme aucune de ces idées ne prétend être la vérité, ce serait bizarre de se dire que, voilà, dans le monde politique, il y aurait quelque chose comme la vérité qui pourrait faire disparaître toutes ces contradictions inhérentes à la vie politique. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est paradoxal et que c'est utopique, justement. Et pourquoi c'est historiquement très important? Pour les raisons qu'on énoncera plus tard. Allez-y, continuez. C'est cette idée que si effectivement le gouvernement gouverne non pas à la sagesse en général, mais à la vérité, c'est-à-dire à la connaissance exacte des processus qui caractérisent cette réalité qu'est l'État, cette réalité que constitue une population, une production de richesse, un travail, un commerce. S'il gouverne à la vérité, il aura à gouverner du temps. Alors là, vous n'avez pas la référence, c'est normal. En fait, c'est une petite référence ici à Platon. En fait, dans la République, Platon, il explique que ce qui rend légitime le pouvoir politique, c'est la recherche de la vertu, c'est la recherche de la vérité. Et donc, celui qui doit gouverner, pour Platon, c'est le philosophe qui est à la recherche de la vertu, à la recherche de la vérité. C'est la sagesse, en fait, qui doit gouverner. Mais cette sagesse, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas établi, qui n'est pas définitif, la sagesse, elle consiste en une perpétuelle recherche de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qu'il faut faire. Et donc là, Foucault, il oppose en fait cette sagesse sur laquelle on pourrait fonder la légitimité du gouvernement à quelque chose de beaucoup plus systématique, qui est indépendant de la volonté des hommes, qui ne repose que sur de la connaissance.
Bon, vous allez noter tout ça, je vais vous faire noter. Bon, vous allez noter quelques... Comme ça, on va expliquer le texte. Vous pouvez noter l'explication du texte, voilà. Comme ça, on va l'expliquer. Donc, je vais recommencer pour la phrase précédente. Foucault considère qu'il est paradoxal d'envisager de gouverner par la vérité. Foucault considère qu'il est paradoxal d'envisager de gouverner par la vérité. Voilà. Par la vérité. Voilà. En effet, la vie politique est le théâtre de luttes idéologiques. En effet, la vie politique est le théâtre de luttes idéologiques. La vie politique, pardon, est le théâtre de luttes idéologiques La vie politique est le théâtre de luttes idéologiques dans lequel les idéologies sont incompatibles. Dans lequel les idéologies sont incompatibles. Dans lequel les idéologies sont incompatibles. Voilà. Mais aucune de ces idéologies ne prétend à la vérité. Et aucune de ces idéologies ne prétend à la vérité. Voilà. À la vérité. Voilà. En introduisant la vérité dans la politique, on doit pouvoir mettre fin aux luttes idéologiques. On doit pouvoir mettre fin aux luttes idéologiques. En introduisant la vérité dans la politique, on doit pouvoir mettre fin aux luttes idéologiques. Bon, c'est la fin de la contingence dans la politique. Voilà, donc ça c'était l'explication de cette deuxième phrase. Et alors pour la phrase suivante, vous pouvez aller à la ligne. L'État n'a pas à gouverner quand il gouverne par la vérité. L'État n'a pas à gouverner quand il gouverne par la vérité. L'État n'a pas à gouverner quand il gouverne par la vérité. Car c'est la vérité elle-même qui gouverne. Car c'est la vérité elle-même qui gouverne. Car c'est la vérité elle-même qui gouverne. Point. Ainsi, toute décision politique dépend de connaissances objectives, et non de désirs particuliers.
Voilà, bon, c'est ça l'idée. Donc on comprend bien, ça se répète un peu, mais c'est... Allez, continuez la lecture, s'il vous plaît, vous vous en sortez très bien. Donc on était à plus il indexera son action à la vérité, Plus il adressera son action à la vérité, moins il aura à gouverner, au sens que moins il aura à prendre des décisions qui s'imposeront d'en haut, en fonction de calculs plus ou moins incertains à des gens qui l'accepteront plus ou moins bien. Oui, là, c'est une illustration. Hein, c'est vraiment, on supprime de la vie politique les jugements de valeur. On ne vous demande pas votre avis, puisque de toute façon, on est contraint nécessairement par ce que l'on sait être vrai. Voilà. Oui, allez-y. Si la vérité peut arriver à constituer le climat et la lumière, commun aux gouvernants et aux gouvernés, vous voyez bien qu'il doit arriver un moment, une espèce de camp utopique dans l'histoire, où l'empire de la vérité pourra faire régner son ordre sans que les décisions d'une autorité, sans que les choix d'une administration aient à intervenir autrement que comme formulation évidente aux yeux de tout le monde de ce qu'il y a à faire. Et encore une phrase. Oui, allez-y. L'exercice du pouvoir ne sera donc jamais indicateur de vérité. Ok, alors là, on va juste remarquer quelque chose. Donc, finalement, c'est exactement ce qu'on disait. Hein. Donc, on voit bien que aux idées se substitue la vérité, sa nécessité, et donc, si on gouverne par la vérité, eh bien, c'est l'autorité, elle vient plus en fait, elle vient même plus de l'État, elle ne vient même plus des hommes, du gouvernement. Non, non, elle vient de la vérité, elle vient du discours vrai. On est soumis à l'autorité du discours vrai. Alors ça, vous pouvez le noter à la ligne. Être gouverné par la vérité, signifie être soumis à un discours vrai. Ça signifie être soumis à un discours vrai. Point. Et donc on peut noter, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a ainsi plus de place pour la contestation, virgule. Il n'y a ainsi plus de place pour la contestation, virgule, ni pour l'expression d'idées contradictoires. Ni pour l'expression d'idées contradictoires. Oui, il n'y a plus de place pour la contestation, ni pour l'expression d'idées contradictoires. On pourrait presque dire qu'il n'y a plus de place pour la vérité. Ça nous rappelle vaguement quelque chose qu'on connaît quand même, tout ça. C'est dingue. Volontairement, j'ai fait la politique parce que on vit dans un monde dans lequel on a des gros problèmes politiques ces temps-ci. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Oui, donc vous voyez, quand il dit l'exercice du pouvoir ne sera donc jamais qu'indicateur de vérité, c'est que le pouvoir lui-même, en fait, c'est pas lui qui décide, le pauvre. Il fait ce qu'il doit faire. Voilà, il se cache derrière la vérité. On peut le noter d'ailleurs. Hein. Le pouvoir politique est lui-même l'instrument de la vérité. Le pouvoir politique est lui-même l'instrument de la vérité. Et comme Foucault est un filou et que nous le sommes aussi, on va rajouter une phrase. Point, alors on va rajouter une phrase. On peut dire qu'il se cache derrière la vérité. Bon là, je fais déjà de l'interprétation et du commentaire, mais bon, c'est ça, c'est l'idée. On peut dire qu'il se cache derrière la vérité. Foucault est un des plus grands philosophes du XXe siècle. Un des plus impertinents et un des plus pertinents aussi. Ok, votre lecture est très agréable, vous pouvez continuer. Et si cette indication de la vérité se fait d'une manière suffisamment démonstrative, tout le monde en sera d'accord et à la limite, il ne sera plus nécessaire d'avoir un gouvernement où le gouvernement ne sera que la surface de réflexion de la vérité de la société et de l'économie.
certain nombre d'esprits qui n'auront plus qu'à répercuter cette vérité dans ceux qui sont gouvernés. Ouais, c'est très bien ça. Gouvernants et gouvernés seront en quelque sorte acteurs, co-acteurs, acteurs simultanés d'une pièce qu'ils jouent en commun et qui est celle de la nature en sa vérité. Bon, là, on va bien. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de nécessité, c'est exactement ça. Voilà, enfin, Foucault fait une métaphore, mais l'acteur, par définition, mais il joue son texte, si vous voulez. Il ne décide pas du texte qu'il joue, ni de la manière dont il le joue. Il est guidé. Il est guidé par son réalisateur, par le metteur en scène. Ben là, c'est pareil. Les gens dans la société sont guidés par la vérité. Donc, ils ne sont pas libres. Hein. Donc, on va noter ça. Vous allez à la ligne et vous pourrez noter. Il en découle que lorsque la vérité gouverne, la liberté s'efface. La liberté s'efface, virgule. Disparaît. Point. Foucault compare les gouvernants et gouvernés à des acteurs. Foucault compare les gouvernants et gouvernés à des acteurs. Virgule. C'est-à-dire à des gens qui récitent un texte sans être libres de choisir ce texte. C'est-à-dire à des gens qui récitent un texte sans être libres de choisir ce texte. Point. On va filer la métaphore, on pourra noter. D'individus libres, les hommes deviennent des personnages, avec tout ce que cela implique. D'individus libres, les hommes deviennent des personnages. Allez, je vous laisse finir la lecture du texte. Cette idée, c'est l'idée de Quesnay, c'est l'idée des physiocrates, en résumant beaucoup, l'idée que si les hommes qui gouvernaient selon les règles de l'évidence Ce ne serait. ce ne seraient pas les hommes qui gouverneraient, ce seraient les choses elles-mêmes. Appelons cela, si vous voulez, le principe de Quesnay, qui, malgré encore une fois son caractère abstrait et quasi utopique, a eu une importance considérable dans l'histoire de la pensée politique en Europe. Le principe de Quesnay, donc la physiocratie, hein, c'est vraiment ce qu'on avait dit au début, c'est le pouvoir à la nature. Donc on pense que ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, ce sont les choses. Et donc là encore, les hommes sont soumis à la nécessité. Et on voit bien les limites de cette pensée, puisque si ce sont les choses qui gouvernent plus les hommes, il n'y a plus de place que pour les déterminismes naturels, il n'y a plus de place pour la liberté. Et alors dans la suite du cours au Collège de France, j'aurais peut-être dû vous la donner, bon, j'ai pas voulu vous la donner parce que ça aurait fait un texte trop long avec une idée nouvelle. Foucault dit « Quand on gouverne par la vérité, c'est qu'on a quelque chose à cacher ». Et il ajoute celui qui gouverne par la vérité ne fait jamais la démonstration de la vérité qu'il annonce comme étant une vérité. Et c'est bizarre parce que s'il avait une connaissance réelle, il pourrait faire la démonstration de sa connaissance, mais il ne la fait jamais. Pourquoi ? Parce que cette connaissance n'existe pas. Donc on revient encore à cet énième problème. Donc on va noter une espèce de conclusion. Foucault considère que historiquement, c'est le courant physiocrate, qui insuffle l'idée de gouvernement par la vérité.
qui insuffle l'idée de gouvernement par la vérité. Point. Les conséquences de cette idée sont très importantes. Alors là, on va faire du commentaire, on va aller au-delà de l'explication. Hein. Les connaissances de cette idée sont très importantes. Les conséquences, pardon, de cette idée sont très importantes. Point. Une telle pensée implique que l'on puisse disposer de connaissances. Une telle pensée implique que l'on puisse disposer de connaissances au sujet de la société, que l'on puisse disposer de connaissances au sujet de la société, virgule, et que ces connaissances puissent être de nature à contraindre nécessairement à l'obéissance, et que ces connaissances puissent être de nature à contraindre nécessairement à l'obéissance. Point. Là, on va vraiment faire du commentaire, on va être un peu dans la critique, ça vous donnera comme ça des éléments de cours. Or, il y a un problème avec ces connaissances. Point. On peut certes imaginer, dans un monde possible, où on peut certes imaginer, des connaissances qui décrivent fidèlement la réalité sociale. On peut certes imaginer des connaissances qui décrivent fidèlement la réalité sociale. Point. Mais on ne peut imaginer, on est presque au bout, mais on ne peut imaginer qu'elle soit déconnectée de tout parti pris, virgule, de toute subjectivité. Mais on ne peut imaginer qu'elle soit déconnectée de tout parti pris, de toute subjectivité. Point. L'homme ne peut étudier la société comme si elle était un objet extérieur. L'homme ne peut étudier la société comme si elle était un objet extérieur. 2 points. L'homme ne peut étudier la société comme si elle était un objet extérieur. Deux points. Il ne peut l'étudier objectivement. Il ne peut l'étudier
objectivement. Voilà, donc là on va donner la conclusion. Par conséquent, il n'existe aucune connaissance susceptible d'imposer à l'action humaine son pouvoir en politique. Son pouvoir en politique. Point à la ligne, et là ce sera la conclusion du texte. La vérité dont parle Foucault ici, est en fait un instrument rhétorique. Point. Quand le pouvoir agit au nom de la vérité, comment ? Quand le pouvoir agit au nom de la vérité, virgule, il anéantit toute contradiction. Point, une dernière phrase. Ici, le discours vrai est un instrument de pouvoir qui n'a rien à voir avec la vérité. Ici, le discours vrai est un instrument de pouvoir qui n'a rien à voir avec la vérité. Je sais bien que ce texte était compliqué parce qu'évidemment, il fallait le sous-texte derrière. Le discours vrai est un élément de pouvoir qui n'a rien à voir avec la vérité. Dites-vous, quand un homme politique vous dit « je vous dis la vérité », il est en train de vous mentir. Vous devez me croire. Ce que je dis est vrai. Gros mytho. Ça va, vous avez compris ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Bon, ben là, on va être juste dans le commentaire, vous n'avez plus rien noté. De toute façon, ça sonne à quelle heure ? À 35 ? Donc on n'a même pas 10 minutes. Bon, en fait, derrière ce texte, il y a encore beaucoup de choses, on pourrait beaucoup commenter encore. Il y a une critique d'une... En fait, Foucault il s'intéresse à une chose principalement, c'est la constitution de la connaissance à travers l'histoire. Et donc, il y a une critique épistémologique fondamentale. Et l'épistémologie, c'est la philosophie de la connaissance. Épistémé, connaissance, logos, le discours. Et là, ça apparaît très clairement quand il dit gouvernants et gouvernés seront... Non, pas là. C'est ça, et voilà. Donc, cette indication de la vérité se fait d'une manière suffisamment démonstrative. Tout le monde sera en accord et à la limite, il ne sera plus nécessaire d'avoir un gouvernement où le gouvernement ne sera plus que la surface de réflexion de la vérité, de la société et de l'économie dans un certain nombre d'esprits qui n'auront plus qu'à répercuter cette vérité dans ceux qui sont gouvernés. Ça, c'est ce qu'on appelle une thèse réaliste. En fait, l'idée de Foucault, c'est que Quesnay pense qu'on a accès à un type de connaissance qui nous permet de connaître réellement le fonctionnement de la société. Et donc, si on se calque à ce fonctionnement naturel, alors notre manière de gouverner n'est plus que le reflet de la nature. Sauf qu'on sait aujourd'hui, et ça Foucault est au courant bien sûr, que cette thèse réaliste, elle est hyper discutable. En fait, ces gens qui gouvernent par la vérité aussi, et donc au nom des sciences sociales, au nom des sciences économiques, le font en pensant
qu'ils connaissent la réalité fondamentale du monde, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'ils pensent gouverner par la vérité, puisqu'ils disent, voilà, il faut faire ça parce que nous, on sait comment est constitué le monde. Sauf que on sait aujourd'hui que les théories scientifiques, enfin, par principe en tout cas, sont censées plutôt être fausses, en fait. On n'a aucune raison de penser que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. C'est une espèce de mythe qui court encore chez les métaphysiciens et chez certains scientifiques, mais là il y a une critique du réalisme en fait. Et je vous donne un exemple très bête qui vous permettra de comprendre ça. Très longtemps, à partir du XVIIIe siècle, on a cru que le monde fonctionnait selon les lois de la mécanique de Newton. Donc Newton donnait une description du monde, et à partir de cette description du monde qu'il donnait, on arrivait à faire des prédictions qui étaient extrêmement précises. Donc on pensait que l'espace et le temps étaient absolus, que la gravité était une force, et personne ne doutait de cela, si vous voulez. Et la physiocratie, c'est un mouvement qui naît à cette époque-là. Donc on est en train de créer, en fait, il y a une espèce d'émulation scientifique qui se crée autour de la physique, et puis à partir de là dérivent d'autres pratiques scientifiques. Et tous les scientifiques quasiment pensent, durant cette période-là, jusqu'à la fin du 19e siècle, à part quelques-uns, que les théories sont des descriptions réalistes de la réalité. Donc les théories décrivent le monde réel tel qu'il est. Et qu'il y a une espèce de faculté, de pouvoir, comme ça, grâce aux mathématiques, de raconter le monde tel qu'il est, grâce aux équations, en fait, on arrive à faire une description du monde. C'est la vision de Galilée qui pense que le monde a une structure fondamentalement mathématique. Et que c'est pour ça que, grâce aux maths, on arrive à décrire le monde. Sauf qu'il se passe un truc, au début du XXe siècle, la théorie de Newton est contestée. Alors elle est contestée pourquoi ? Parce qu'elle fait des prédictions qui sont parfois imprécises. Bon. Notamment au sujet de l'orbite de Mercure. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, on s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies au niveau de l'orbite d'Uranus. Les newtoniens se sont dit, ok, ces anomalies sont dues à une autre planète qui est à la périphérie d'Uranus et qui a une force gravitationnelle qui agit sur l'orbite d'Uranus. Et là, ça a marché. On a prédit l'existence de Neptune comme ça. Ils ont fait des calculs. Leverrier a pointé son télescope dans la direction indiquée par ses calculs, et là, on a découvert Neptune. Et pour Mercure, ils pensaient faire la même chose. Donc on avait baptisé la planète avant même de découvrir la planète qui était à la périphérie de Mercure, qu'ils avaient appelée Vulcain. Sauf qu'au moment des observations, on n'a pas observé Vulcain. Puis après, on a commencé à multiplier les hypothèses pour sauver la théorie de Newton. Et toutes les choses que prédisait la théorie de Newton n'existaient pas. Et en fait, Einstein a proposé une autre théorie, un autre paradigme, qui réussissait à prédire aussi bien que la théorie de Newton tous les phénomènes que prédisait la théorie de Newton, et qui prédisait même mieux tous les phénomènes que la théorie de Newton, dont l'orbite de Mercure. Et cette théorie d'Einstein prédisait l'existence des trous noirs, des ondes gravitationnelles, de tout un tas de choses qu'on a découvertes par la suite. Et en fait, cette théorie, elle stipule que l'espace et le temps sont une seule entité qui n'est pas absolue mais qui est relative, et que la gravité, ce n'est pas une force. La gravité, c'est le fait que les corps suivent les lignes d'espace-temps. Et alors, on voit que ces deux théories sont complètement incompatibles, en fait. Et à partir de là, on a eu des grosses discussions en épistémologie, et les épistémologues ont eu plutôt, et les philosophes, et d'ailleurs certains scientifiques, ont eu plutôt tendance à croire que les théories n'étaient pas de bonnes descriptions de la réalité. C'est un peu par hasard, comme ça, qu'on arrive à décrire correctement la réalité avec nos théories. Mais c'est une vue de l'esprit de penser que les théories peuvent être de bonnes descriptions de la réalité. Donc c'est une vue de l'esprit de penser qu'on puisse constituer des connaissances qui décrivent fidèlement la nature de la réalité sociale, en quelque sorte. Alors à cela, et c'est la dernière chose que je vous dirai, puisque ça va sonner dans 3 minutes, 4 minutes, vous avez des philosophes qui continuent à dire, oui, mais ce serait quand même un miracle si ces théories qui font des prédictions aussi précises n'étaient pas des descriptions de la réalité. Ce serait un miracle. Ça, c'est un argument qui est donné par la personne qui occupe actuellement la chaire au Collège de France, Claudine Tiercelin. Mais cette réponse, en fait, cet argument a déjà été démoli il y a une quarantaine d'années par un philosophe qui s'appelle Bas van Fraassen, qui explique qu'en fait, ce n'est pas du tout un miracle. C'est un processus de sélection. En réalité, il existait énormément de théories dans l'histoire de l'humanité, énormément de théories scientifiques. Et très très peu ont été retenues, très très peu ont été sélectionnées. La plupart ont été éliminées, mises de côté parce qu'elles étaient fausses, elles ne fonctionnaient pas, elles ne prédisaient pas correctement, elles n'expliquaient pas correctement, on les jugeait fausses. Et toutes ces théories fausses, on les a oubliées. Et on a retenu 3 pauvres théories finalement. La théorie d'Einstein, la mécanique quantique, et là on est en train d'essayer d'élaborer une 3e. Quasiment que dalle par rapport à l'ensemble des théories qui ont été créées depuis plus de 2000 ans. Et donc l'idée c'est un peu comme si vous jouez au loto, quoi. Vous jouez au loto tout seul, ce serait un miracle si vous gagnez, mais s'il y a des millions de personnes qui jouent au loto, c'est normal qu'il y ait un gagnant. Il y a forcément quelqu'un qui est sélectionné.
Et donc, c'est une critique là, dans le texte de Foucault, de ce réalisme un peu naïf des économistes qui pensent que voilà, on peut décrire la réalité du monde à partir d'équations, alors que ça fait environ 150 ans qu'on sait que c'est plus possible. Voilà. Donc, il y a une critique épistémologique aussi. Mais bon, ça fait trop de choses. Bon, allez, je vous libère. Bon week-end. Ça a été